Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Lauriane Derry qui nous parle de Force Jeunesse. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre nous amène son sujet, le silence des victimes sexuelles. Notre invité en début de deuxième demi est Gilles Leblanc. Il nous parle de son vécu en santé mentale et sa participation à Revue Mentalité. Bienvenue chez nous. Vous êtes branchés sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. J'accueille maintenant mon invité, Lauriane Derry. Bonjour Lauriane. Bonjour. Bienvenue à Folie douce. Vous êtes vice-présidente exécutive chez Force Jeunesse, donc un organisme qu'on va apprendre à découvrir. Qu'est-ce qu'on peut dire d'abord de votre rôle? Bien, tout d'abord, Force Jeunesse, c'est une organisation qui est composée majoritairement de bénévoles. Donc, on est une équipe de 18 bénévoles avec une employée et on vise, dans le fond, à défendre les intérêts et les droits de la jeunesse québécoise dans les politiques publiques. Ouais. Donc, on couvre un large spectre de sujets, donc tout ce qui peut intéresser la jeunesse, mais je dirais qu'on s'intéresse aussi particulièrement à la question des finances publiques. Toujours dans une perspective d'équité intergénérationnelle. Donc, pour nous, c'est important que les politiques publiques soient pensées sur le long terme, pour notre génération, pour les futurs, mais aussi que ça fasse du sens pour les générations là, qui nous précèdent également. Qu'est-ce qui fait que, quand est-ce que ça a été fondé, finalement, Force Jeunesse? Force Jeunesse a été fondée, on va fêter, en fait, notre 25e anniversaire cette année. Okay. Donc, ça date quand même, puis c'est ça qui est beau aussi, parce que je pense qu'à l'époque, ça répondait aussi à un besoin de représenter la voix des jeunes dans les instances décisionnelles, que ce soit aussi au niveau du gouvernement, mais aussi dans toutes les sortes de tables de décision. On a fait des super beaux accomplissements au cours des dernières années. On est à l'origine d'un projet de loi qui oblige les sociétés d'État à nommer un jeune de moins de 35 ans sur leur conseil d'administration. Okay. On a fait plusieurs gains aussi dans le milieu du travail pour les jeunes. Et aujourd'hui, c'est ça, on se concentre aussi beaucoup sur les finances publiques, mais également aussi sur les questions de santé mentale, d'environnement, de tout ce qui est important pour notre génération. C'est qu'il y avait un manque à l'époque, il y a 25 ans. Il y avait un manque à ce niveau-là, de la représentativité des jeunes? Ou je pense que c'est un défi constant, si on peut dire. D'avoir plus de jeunes autour des tables de décision. Je pense qu'on grandit tous en tant que population d'avoir autour de la table des voix de différentes générations pour vraiment trouver des solutions aux problèmes de la population et faire en sorte que, c'est ça, les politiques représentent bien les besoins et répondent bien aux besoins de la société civile. Ça porte donc conseil au gouvernement dans plusieurs sphères, plusieurs types de... Puis j'aimerais qu'on parle ensemble, en fait, de la prévention en santé mentale. C'est notre sujet ici à Folie douce, puis on sait que ça touche tout le monde, mais ça touche aussi beaucoup les jeunes. Vous avez pris, je pense, une certaine position. En tout cas, on a lu des choses au niveau de la psychothérapie qui étaient souhaitées de votre part là, auprès de que la psychothérapie devienne plus accessible à plus de monde, finalement. Pouvez-vous échanger un petit peu là-dessus, élaborer? Avec grand plaisir. Donc, ça fait quand même longtemps là, que les jeunes, surtout la tranche d'âge de 18-35 ans, là, c'est reconnu, sont plus aptes à avoir des enjeux de santé psychologique. Et la pandémie a vraiment fait qu'exacerber cet enjeu-là. Et nous aussi, chez Force Jeunesse, je ne l'ai pas mentionné un peu plus tôt, mais on regroupe aussi des membres individuels, mais aussi des membres associatifs. Donc, on organise des événements pour justement un peu agir en tant que catalyseur des enjeux de la jeunesse au Québec, être la voix de la jeunesse auprès du gouvernement. Et dans l'ensemble des événements qu'on organisait, on réalisait que l'enjeu de la santé mentale, surtout suite à la pandémie, était vraiment un enjeu prioritaire pour l'ensemble des organisations qui sont membres chez nous. Donc, on s'est posé la question, est-ce que ça vaudrait la peine de réfléchir à un accès universel aux soins de psychothérapie? Donc, nous, comme je le mentionnais au début, on est une organisation qui s'intéresse beaucoup aux finances publiques. Puis pour nous, c'était important de voir si un programme comme ça pouvait faire du sens financièrement au Québec. Et donc, c'est ce qui a donné un peu l'étincelle de l'idée là, de faire une recherche sur une couverture universelle là, aux soins de psychothérapie. Ouais. Et on est arrivé quand même à 3 grands constats avec cette recherche-là. Tout d'abord, c'est que une couverture universelle pourrait coûter entre 1 milliard et environ 5 milliards de dollars, tout dépendamment de la couverture qu'on voudrait offrir aux Québécois, Québécoises, mais également... par année? Ou Par année, oui, absolument par année. Mais le grand constat qu'on retire de ça, c'est que c'est un investissement qui serait très important parce qu'il nous coûterait
par année en inaction en termes de santé mentale, 18 milliards de dollars par année déjà actuellement, de par les besoins en services sociaux, les besoins en médicaments, les besoins en services, la perte de productivité dans les entreprises. Donc, c'est quand même quasiment 4 fois plus qu'un investissement pour une couverture universelle. Donc, c'est quand même un gain majeur qu'on ferait en offrant une couverture universelle aux soins de psychothérapie. Donc, ce que démontre notre recherche, et ça, c'est que c'est pas tant un enjeu financier, si on veut, mais c'est bien plus un enjeu de ressources humaines, malheureusement. Donc c'est ça. Donc, nous, on a fait affaire avec une firme en actuariat qui nous a aidés à approuver, puis à amener, puis à évaluer les coûts d'une telle couverture. Mais on a aussi ensuite entamé toute une consultation avec des acteurs du milieu de la santé psychologique. On a consulté, par exemple, l'Ordre des psychologues, mais on est aussi allé voir du côté des services sociaux, etc., pour voir si un tel programme pouvait faire du sens. Puis, je pense que c'est ça, tout le monde était assez unanime pour dire qu'en effet, ça serait, je pense, une bonne chose pour le Québec. C'est vraiment un investissement gagnant d'investir dans notre santé mentale pour l'ensemble de la population, mais il y a vraiment un enjeu de ressources humaines. On a beaucoup investi depuis plusieurs années, depuis toujours, je dirais, sur la médication, sur les soins plus traditionnels, mais la psychothérapie, vous n'êtes pas la première, c'est pas le premier organisme qui apporte ça. Je pense que c'est mis de l'avant beaucoup dans le sens que on se dit, pourquoi il n'y aurait pas cet ajout-là? Il manque, tu sais, il n'y a jamais assez de temps. Souvent, il y a un minimum là, qui est couvert, je pense, ou qui est amené pour certaines personnes de 10 séances, choses-là, mais souvent, on a l'impression que c'est jamais assez. Là. Bien, en fait, c'est même pas ça. L'enjeu de base, c'est que l'accès aux soins est inégal. Ça dépend beaucoup de ton statut d'emploi, ça dépend aussi beaucoup de tes assurances privées, mais c'est pas tout le monde qui a accès aux assurances, à des bonnes assurances privées, c'est pas tout le monde qui a le même statut d'emploi. Et pour nous, la santé mentale devrait être considérée au même titre que la santé physique. Je pense qu'on l'a vu dans les dernières années avec la pandémie. Il y a beaucoup de gens, en tout cas moi dans mon entourage, je connais beaucoup de monde qui malheureusement ont fait des burn-out, se sont retrouvés dans des situations très difficiles. Ça a un coût pour la société, ça a un coût sur la santé des gens et c'est important. Et je pense que la plupart des gens, en tout cas du moins à qui on a consulté, s'entendent sur le fait que la santé mentale, c'est primordial. Donc, c'est pour ça qu'on voulait venir valider une couverture universelle justement pour être équitable parce qu'on juge que c'est un service qui est nécessaire au même titre que la santé physique. Et Fort Jeunesse, donc, a rendu public ça. On en a parlé un peu dans les médias. On en parle aujourd'hui, mais dans le fond, est-ce que la réponse du gouvernement, comment est-elle? Parce que ça paraît gros, 1 milliard à 5 milliards. On se dit, oh wow, c'est déjà beaucoup. Là, le niveau de le budget de la santé est déjà énorme. Mais comme vous le dites, ça fait du sens parce que ça prévient autre chose. Donc, il faut le voir dans son ensemble. Mais quelle est la perception peut-être du gouvernement ou des instances après avoir lu vos recommandations? Bien, je vous dirais qu'on a une bonne écoute. Puis nous, en fait, Fort Jeunesse, nous, on a fait un premier travail. On n'est pas des experts en santé mentale, on n'est pas des actuaires. Pour nous, c'était d'amener le point que la santé mentale, c'est important pour les jeunes. C'est un enjeu qui devrait être sociétal, donc qui est important pour l'ensemble des générations. On a fait un premier devoir pour voir ça serait quoi les limites. Puis on n'est pas le premier à faire l'exercice. Par exemple, il y a le Royaume-Uni puis l'Australie qui ont opté pour des couvertures universelles. Ah ouais? On a comparé aussi ce qui se fait là-bas. Puis ce qu'on a vu, c'est que les couvertures dans ces pays-là étaient entre 1,3 milliard de dollars, si je me souviens bien, et 3 milliards de dollars. Quand on regarde ce que ça permet de sauver comme autre coût, je pense que c'est gagnant et c'est possible. Donc, ces deux pays-là sont des exemples. Mais nous aussi, une des grandes recommandations qu'on propose au gouvernement, c'est de d'avoir une table d'experts de réflexion sur le système de santé, parce que ça aussi, c'est un des autres enjeux qu'on représente chez Fort Jeunesse, c'est le financement du système de santé à long terme. Mais on est rendu à un point où est-ce qu'on ne peut plus juste penser à la santé physique en faisant, en oubliant la santé psychologique. Ça de côté, exactement, là, ouais. ça doit être traité comme un tout. Et autour de cette table-là, ça prend autant des gens, des experts, par exemple, du milieu académique, ça prend des experts qui ont vécu le terrain, ça prend des experts des finances publiques, ça prend des représentants de la société civile qui font partie de cette réflexion-là, parce que pour nous, pour notre génération, c'est vraiment un enjeu important. On se retrouve à un point où est-ce que on paye de plus en plus nos services en santé.
sans nécessairement améliorer l'accès aux services. Puis il est là l'enjeu pour nous, c'est comment on fait pour continuer à avoir des finances publiques qui sont saines, mais aussi à des services qui sont de qualité. Et pour nous, la santé mentale, psychologique doit faire partie de cette réflexion-là. Et c'est vraiment un sujet, nous, qui nous préoccupe beaucoup. Puis on a des super discussions avec le gouvernement. Je pense qu'évidemment, il y a du travail à faire. C'est pour ça qu'on existe aussi. C'est pour ça qu'on fait nos représentations. Mais je vous dirais que oui, on a des échanges avec le gouvernement, puis on espère pousser cette collaboration-là et éventuellement arriver à la création d'une table comme ça qui regroupe les experts de différents milieux. Puis c'est autant pour la santé physique, mais je le répète, pour la santé psychologique. Et encore là, dans la santé psychologique, c'est malheureusement pas tous les corps de métier qui ont le droit de performer des soins de santé, de psychothérapie. Mais ces gens-là, par exemple, les services sociaux, doivent être inclus dans la réflexion également parce que la santé psychologique, c'est tellement plus que juste une consultation, puis ça dépend de tellement plein de choses. Donc, bref, ça prend une réflexion interministérielle, mais également inter-expertise, santé psychologique, santé physique. Et même sans aller jusqu'à 1 milliard, ne serait-ce que s'il y avait un début, déjà s'il y avait une augmentation, en tout cas une ouverture, sans que ça devienne peut-être illimité, là, la psychothérapie, mais ne serait-ce que d'avoir un début, ça pourrait certainement aider à commencer à ouvrir la roue. Ça fait peut-être peur. Moi, c'est le côté budget, j'ai l'impression qu'il fait peur au gouvernement parce que comment prendre ça, d'un coup, peut-être c'est beaucoup, mais d'y aller graduellement, ils vont se rendre compte peut-être que ça... Puis c'est de ramener l'investissement. Comme je le répète, c'est 4 fois plus d'investir dans ton service. Ça va t'en coûter 4 fois plus si tu le fais pas. Donc, c'est 18 milliards de dollars qu'on perd. Puis même ça, la firme d'actuariat, PIB conseillers en actuariat limité qui nous ont aidés avec la recherche, nous l'ont dit, c'est même un chiffre qui est conservateur, le 18 milliards, parce que c'est très difficile à calculer. On s'entend, là, tous les coûts collatéraux de ne pas investir dans la santé psychologique, mais c'est tellement important, puis c'est un gain énorme pour la société qu'on irait faire en investissant puis en offrant une couverture universelle aux soins de psychothérapie. Lauriane, est-ce que c'est disponible? Est-ce que les gens peuvent le lire en ligne? Oui, donc notre recherche... Oui, donc vous cherchez fortjeunesse.qc.ca, vous allez dans l'onglet documentation et là, vous allez trouver toutes les recherches. Aussi, ce qui est fantastique chez Fort Jeunesse, c'est qu'on crée notre contenu en s'associant souvent avec des experts, avec des firmes d'actuaires, comme on le fait dans cette recherche-ci. Et l'ensemble de nos recherches sont disponibles sur notre site web. On a aussi pour la recherche sur la santé psychologique un document qui résume la recherche. Là, donc, pour ceux et celles qui ne veulent pas lire 30 documents exactement, peuvent le faire. Spécifiquement, qu'est-ce qu'on cherche comme nom pour avoir cette recherche-là? En fait, ça va être sur notre site. Malheureusement, on n'a pas encore un outil recherche sur le site, là, mais c'est dans les dernières recherches qu'on a publiées. Donc, les plus récentes. Exactement. Donc, on peut rappeler avant de terminer le site web de Fort Jeunesse. Oui, donc fortjeunesse.qc.ca, donc Fort Jeunesse en un seul mot. Donc, vous allez dans l'onglet documentation. Notre recherche, c'est sur le financement de l'accès aux soins de psychothérapie, et vous pouvez aussi nous suivre sur nos médias sociaux, donc sur Facebook, Fort Jeunesse. Fort Jeunesse. Même chose sur Twitter, LinkedIn. On est disponible sur toutes les plateformes. Merci beaucoup, Lauriane Derry, donc vice-présidente exécutive chez Fort Jeunesse. Merci, à la prochaine. Merci. Au revoir. Libérez le poète en vous en 280 caractères. Exprimez-vous sur Twitter à Folie Douce Radio. C'est maintenant le moment du segment Espresso. Alors Pierre, ton sujet aujourd'hui, le silence des victimes sexuelles. Oui, d'après un article que j'ai trouvé sur Internet, comme d'habitude, sur le site, encore une fois, un site que je visite à l'occasion, ça s'appelle psychologie.com, c'est un site français. Ouais. Et le titre de l'article est « Agression sexuelle, viol, inceste, pourquoi les victimes se taisent ?» Et c'est un article écrit par Mme Cécile Guéret, qui est journaliste et psychothérapeute. Peut-être moins aujourd'hui, dans ces années-ci, je dirais, mais on va voir avec ta lecture, mais effectivement, il y a longtemps, il y en a eu toujours des victimes sexuelles. Ah oui, sûrement que tu vas voir. Les langues se délient un peu plus. Exactement, oui. On a moins peur d'en parler. Ouais. Mais il y a encore beaucoup de tabous, tu vas voir. Ouais. Alors, cette Mme Guéret nous dit... Au moment où elles subissent des violences sexuelles, 56% des victimes disent n'avoir pu en parler à personne. Comment expliquer ce silence qui peut parfois durer des mois, voire des années? Madame Muriel Salmona, qui est psychiatre, nous dit « Le silence leur est d'abord imposé par leur bourreau. Parce que les enfants sont vulnérables, sans défense,
dépendants et soumis à l'autorité des adultes, il est facile de les manipuler, de les menacer et de les contraindre au mutisme. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont une cible privilégiée des prédateurs sexuels. Du fait de leur immaturité, mais aussi de leur manque d'expérience et de connaissance de la sexualité, ils ont souvent du mal à identifier ce qu'ils ont subi. Madame Catherine Bonnet, qui est pédopsychiatre, nous dit les prises de conscience d'avoir vécu quelque chose qui n'était pas normal s'étalent sur 10, 20 et 30 ans. Le mutisme est d'autant plus fort lorsque l'agresseur a su gagner la confiance de l'enfant, a su exploiter son besoin d'affection et sa solitude et qui lui présentait ses actes comme une initiation ou fait porter la responsabilité sur l'enfant. Comme par exemple lui dire « tu l'as bien cherché ». Son message est fait d'injonctions paradoxales. Ce qui se passe est normal, disent-ils. Il faut garder le secret. Jimmy, victime de 7 à 13 ans, nous relate « Je ne savais pas comment réagir. J'obéissais à mon père. C'était les seules fois où il s'occupait de moi autrement que pour me punir. Après avoir joui, il s'allumait une cigarette, il me parlait. Pour une fois, il était gentil. » C'est assez incroyable quand même. C'est vraiment triste. Ça fait mal de prendre des enfants et des mélanger comme ça. Là, ça doit être tellement traumatisant. Là. Oui. Madame Lise Poirier-Courbet, qui est psychosociologue, nous dit « Si le silence perpétue la honte et la souffrance, il peut aussi être une mesure de protection pour ne pas avoir à affronter le regard des autres ou pour protéger les proches de l'horreur qui a été vécue. » Ce à quoi s'ajoute le mécanisme physiologique de l'oubli traumatique. Face à un danger extrême et incompréhensible, Mme Muriel Salmona, qui est psychiatre, nous dit que notre cortex se déconnecte. Ce qui nous permet de survivre entraîne des troubles de la mémoire. Les circuits d'intégration sont interrompus, d'où des amnésies durant des périodes plus ou moins longues, soit pour 59% des victimes de violences sexuelles dans l'enfance ou des amnésies complètes pour 38%. Plus la personne est jeune et plus son agresseur est proche, plus l'amnésie est forte. Ces oublis durent parfois des décennies. Oh. Ouais. C'est vraiment enfoui, puis c'est ça, c'est caché quelque part à l'intérieur. Ouais. Marie-Christine, qui a 51 ans, agressée de 4 à 7 ans, avait tout oublié jusqu'à ses 44 ans. Elle a ensuite pu en parler à son mari, à ses amis, à ses enfants, mais pas à ses parents. Elle nous dit « Au moment où j'étais en capacité de le faire, leur santé était trop précaire. Ça pouvait les tuer. » Violée par son copain, Noémie, 17 ans, refuse aussi de le dire à sa mère. Impossible pour elle de dire qu'elle couche avec lui, qu'elle avait mis une robe sexy ou qu'elle lui avait menti pour le rejoindre. Madame Muriel Salmona nous dit « Des écervelés n'attendent que d'être violés derrière une poubelle. Sont des accusations qui collent à la peau des jeunes filles forcément soupçonnées d'être ce qu'on appelle des lolitas. » Et quand l'enfant a tenté de dire avec ses mots à lui ou d'envoyer des signaux aux adultes, ils sont restés sourds ou rejetants. Il n'y a pas de mots pour en parler, mais surtout pas d'oreilles pour entendre, déplore Fernande Amblard. Est-ce que peut-être le gros problème, c'est que les gens ne savent pas quoi faire? C'est pour ça qu'ils semblent peut-être éviter le sujet, mais quelque part, peut-être ils ne savent pas trop comment prendre cette situation-là. Oui, c'est pas évident. Hein? Oui. Il y a Dominique, qui a 62 ans, nous dit « J'avais 11 ans quand j'ai été violée par mon oncle. À l'arrivée de mes parents, je leur ai dit « Mon père était furieux contre moi. J'aurais dû savoir qu'il était vicieux et de ne pas me laisser approcher. » Une réaction courante, nous dit Mme Muriel Salmona. Elle nous dit « Si l'agression ou le viol sont réels et que la victime ne peut pas être considérée comme menteuse, elle est malgré tout fautive de l'avoir provoquée ou d'être celle par qui le scandale arrive, puis de ne pas aller mieux. Imagine-toi. Comme si c'était la faute de l'enfant. Oui. C'est donc à elle de ne pas faire de vagues. Nombreuses sont ainsi celles qui, endossant la faute et la culpabilité, ne sortent pas du silence dans lequel les a enfermés leur bourreau, par crainte de dénoncer un agresseur qui, dans 94% des cas, pour les mineurs, est un proche,
ou la honte, ou par peur d'être puni, jugé et de provoquer une crise familiale. Le plus souvent à juste titre, puisque 9 fois sur 10, la victime d'inceste est exclue au profit de la cohésion parentale, rapporte l'Association internationale des victimes de l'inceste. La grande majorité des mineurs sont ainsi abandonnés à leur sort et à leur souffrance, sans protection ni réconfort. Dominique nous raconte « Toute ma vie, il a fallu que je me cache et que je me taise. J'ai connu la drogue, la prostitution, la souffrance, l'incompréhension. Je me suis fait beaucoup de mal. À 58 ans, ma mère a reconnu qu'elle savait que j'avais été violée à 11 ans. Mais entre-temps, je n'ai pas eu de vie. » Alors, je m'arrête ici, Yvan, et je reprendrai un peu plus tard dans l'émission. Oui, un sujet difficile, mais dont il faut parler. On va parler de ça plus tard à l'émission, le silence des victimes sexuelles. À venir dans l'émission, notre invité est Gilles Leblanc. Il nous parle de son vécu en santé mentale et sa participation à la revue Mentalité. À l'Espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec son sujet « Le silence des victimes sexuelles ». Vous voulez échanger avec nous? Vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateur de Facebook, YouTube, Instagram, Twitter et LinkedIn, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie Douce, première émission radio francophone sur la planète démystifiant la santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. Vous écoutez présentement l'émission Folie Douce, le rendez-vous hebdomadaire radiophonique traitant de santé mentale. J'accueille maintenant mon invité, Gilles Leblanc. Bonjour Gilles. Bonjour. Bonjour, bienvenue à l'émission. Et tu es chroniqueur à la revue Mentalité, une revue qu'on a déjà parlé dans le passé, qui est associée à Maison l'Échelon. Et tu es chroniqueur je pense, depuis longtemps. J'aimerais d'abord mieux te connaître et que les auditeurs te connaissent mieux aussi. Pourrais-tu nous parler un peu de ton expérience, spécialement au niveau de la santé mentale? Ben moi, à l'âge de 16 ans, j'ai fait ce que mon psychiatre appelait une dépression majeure, mais on ne savait pas à cette époque-là qu'il s'agissait d'une dépression bipolaire. C'était seulement connu aux États-Unis. Donc, il m'a soigné pour une dépression ordinaire, mais c'était quand même sévère. Et maintenant, je suis âgé de 58 ans et j'ai eu beaucoup d'hospitalisation, environ une quinzaine en psychiatrie. J'ai fait environ 6 psychoses, perte de contact avec la réalité, dépression, disons des moments pas drôles. Là, Et à 16 ans, avais-tu été hospitalisé? Oui. Ça ne doit pas être évident à vivre parce qu'à 16 ans, on est quand même, on n'est pas encore tout à fait adulte, puis c'est quand même, ça peut avoir on peut avoir une drôle de perception de la situation. Comment c'était? Est-ce que ça a été... Moi, je connaissais rien du monde, fait qu'à ce moment-là, j'étais suivi par un enseignant de la polyvalente qui n'était pas du tout un intervenant en santé mentale. Fait que moi, comme je voyais qu'il ne pouvait pas m'aider, moi, j'ai voulu mettre un terme à ma souffrance mentale et physique. Puis à ce moment-là, j'ai décidé de me faire moi-même hospitaliser pour ne pas mettre fin définitivement à ma vie. Ça, c'était à 16 ans encore? À 16 ans, c'est oui. Ça? C'est toute une façon de rentrer dans la vie pré-adulte, en fait. Je connaissais rien, puis celui qui me suivait a dit à ma famille, votre fils est trop profondément atteint, moi je peux rien pour lui, puis on peut rien pour lui non plus. C'est un peu comme si selon lui, j'étais condamné. OK. Comment ta famille a réagi? Je me dis, c'est un drame là, dans une famille quand ça arrive, une chose comme ça? J'ai entendu dire qu'eux autres, tout le monde se demandait qu'est-ce qu'on peut faire, puis ils ont, dans les faits, ils n'ont absolument rien fait parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Fait que moi-même, comme je viens de dire, je me suis dit, je me laisse une chance d'entrer à l'hôpital parce que la prochaine fois, je ne me manquerai pas, je vais vraiment mettre fin à mes jours. Mais je suis tombé sur un psychiatre pour adolescents très compétent qui, lui, m'écoutait et me respectait. Puis il me demandait, est-ce que ta médication est utile? Moi, je disais non. Il m'a laissé sortir quand je voulais sortir. Et puis quand je suis sorti, j'ai jeté tous les médicaments aux poubelles. Puis là, j'ai commencé à vivre
l'enfer de ma bipolarité psychotique. Puis j'ai découvert ce que je ressentais vraiment, c'est-à-dire j'ai été capable de sortir ma colère, ma peine, mon chagrin, tout est sorti. Ouais. Mais j'ai commencé à vivre, à apprécier la vie, à aimer sortir, à socialiser. Je suis devenu quelqu'un d'extraverti finalement. Peut-être que ça a été un mal pour un bien. De certaine façon, des fois, c'est pas toujours facile à vivre, mais en même temps, ça t'a peut-être fait réaliser des choses, puis t'as comme grandi de ça. Là. Ah oui, mais j'ai grandi super vite, ça m'a fait beaucoup de bien. Depuis ce temps-là, j'ai pas arrêté de grandir. Peux-tu mettre Gilles, des causes qui ont fait en sorte que à 16 ans, tu as eu une dépression majeure? Est-ce qu'il y avait des causes ou c'est plus toutes sortes de choses génétiques et de tout? Ben, c'est parce que quand j'ai eu 16 ans, j'ai été étudiant en foresterie à la TUC, puis je me sentais étrange, j'avais toujours comme envie de pleurer. Fait que là, j'ai dit au directeur de l'école, j'ai dit, je vais m'en retourner chez moi parce que ma famille me manquait, surtout mon père qui était quelqu'un de très autoritaire. Le lien avec lui me manquait beaucoup. Fait que moi, je pensais qu'en retournant à la maison, j'allais me sentir en sécurité et que je cesserais d'être dépressif et de pleurer tout le temps, mais ça n'a été que le commencement de l'enfer. OK. Et tu disais aussi que tu as eu beaucoup d'hospitalisations au cours de... Tu as maintenant 58 ans, donc ça fait quand même un bout de temps que ta première hospitalisation. Oui. Comment ça s'est vécu, tout ça? Est-ce que c'était décourageant de retourner à l'hôpital ou comment tu voyais ça? Bien, c'est parce qu'à chaque fois que ça commençait, c'est tout le temps de la même manière. C'est que je commence à ne plus prendre ma médication. Je deviens maniaque, c'est-à-dire je tombe en manie. Puis là, à un moment donné, je me ramasse à l'extérieur de chez moi durant plusieurs jours, voire une semaine et plus capable de rentrer chez moi parce que je ne connais pas le chemin. Alors là, les policiers qui maintenant me connaissent très bien m'arrêtent sur la rue parce que je suis très bruyant, mais je ne suis pas agressif, moi, je suis pacifique. Puis ils me ramassent, puis ils m'amènent en observation à l'urgence en psychiatrie un peu partout à Montréal. Les hôpitaux de psychiatrie à Montréal me connaissent très bien. Ouais. Alors là, je vais là, puis c'est là qu'ils se rendent compte que je suis en pleine psychose. Fait que là, en moyenne, ça dure un mois de temps. Un mois de temps, ils me donnent la médication pour me ramener les deux pieds sur terre, pour que j'arrête d'être maniaque, puis que j'arrête d'être en perte de contact avec la réalité. Certains maniaco-dépressifs, à une certaine époque, j'avais interviewé des gens, puis on me disait, c'est simple, c'est souvent le lithium qui rétablit. Est-ce que c'était dans ton cas? Est-ce que tu en as pris? Est-ce que ça t'a aidé, le lithium? C'est parce que moi, je suis né avec un seul rein. Donc, le lithium étant un sel qui empêche le bon fonctionnement du rein, ils m'ont donné de l'épival. OK. Mais au début, ça fonctionnait bien jusqu'à ce qu'on se rende compte que ça fonctionnait pas bien pour moi pantoute. Mais au début, ça m'a aidé. Jusqu'à ce que je fasse des observations, parce que j'ai quand même été suivi par plusieurs psychiatres tout au long de ma vie. J'ai demandé pourquoi la médication que vous me donnez qui devrait me protéger des psychoses ne me protège pas des psychoses. Bien, ils m'ont dit c'est pas difficile. Ce qu'on te donne, c'est pas assez puissant. Fait que là, le nouveau psychiatre que j'ai à Louis H. Lafontaine, que je vois depuis environ 5 mois, lui, a augmenté la médication. Il est nouveau. Il est compétent, j'aime son approche et j'ai confiance en lui. Et ça va bien? Et ça va bien. Relativement bien? Oui, on espace les rencontres, il a augmenté la dose, il me fait confiance. Dirais-tu, après toutes ces années-là, que tu te sens quand même mieux? Est-ce que tu te sens en général dans ta vie personnelle, mais aussi au niveau de la santé mentale, est-ce que tu te dis quand même que tu te sens bien? Est-ce que tu pourrais dire ça? Oui, je me sens bien, mais je suis quand même un borderline. Borderline, c'est-à-dire, comme mon psychiatre me dit, je suis un hypersensible. Okay. Donc, je suis quelqu'un qui pleure souvent, mais je suis heureux de pleurer souvent. Ça prouve que je suis un être humain et en plus, étant croyant, c'est-à-dire que c'est comme un cadeau que j'ai reçu. Moi, je suis capable de pleurer quand j'ai de la peine. Là, je ne garde pas ça en dedans. Ce qui est une bonne chose aussi. Tout à fait. Ouais. Gilles, j'aimerais ça parler de ton travail au niveau de la revue Mentalité. Tu as écrit deux articles, je pense que tu me disais, sur le choc post-traumatique. Parce qu'à la revue Mentalité, on le sait, il y a plusieurs personnes qui participent à la production d'une revue 3 fois par année, je pense, la revue qui est publiée. Aux 3 mois. Aux 3 mois, c'est ça, 4 fois par année. Donc, peux-tu nous parler du sujet, justement, le choc post-traumatique? Tu as fait de la recherche et tu as écrit des choses là-dessus. Qu'est-ce que tu peux me dire? Le choc post-traumatique, c'est que moi, j'ai fait 3 endocardites en 6 ans, c'est-à-dire que l'enveloppe qui protège mon cœur a été attaquée par une bactérie qui était dans mon sang. Donc, ça t'a vraiment donné l'idée d'écrire sur ça, parce que tu as vécu un choc là, en vivant ça, finalement.
Bien, c'est tout à fait normal parce que quand on t'ouvre la cage thoracique sur 12 pouces de long, puis que tu te réveilles, en tout cas, moi, j'étais traumatisé. Alors, je me demandais vraiment ce qui se passait. J'étais hyper émotif. Puis je pleurais absolument sans raison. Mm-hmm. Le personnel soignant, c'est-à-dire les infirmiers, les cardiologues, tout ça, je leur demandais, pourriez-vous m'aider avec ça? Je ne sais pas quoi faire avec le fait que je me sens traumatisé. Personne ne m'a donné de raison, personne ne m'a rien expliqué. C'est quoi, ça vient de où, puis voici ce que tu peux faire avec ça. Alors moi, j'ai continué de pleurer à tous les jours durant des années et des années et des années. Puis à chaque fois que j'avais mal à la cage thoracique, je me disais, bon, on va encore appeler l'ambulance, je vais encore monter à l'hôpital, puis ils vont encore m'opérer à cœur ouvert. Puis moi, ça ne me tentait pas, puis j'avais l'impression que j'étais en train de mourir tout le temps. C'est arrivé que ça, il y a longtemps, les opérations? C'est arrivé 2 fois dans les 6 dernières années. OK, quand même. Mais j'ai eu 3 fois le même problème cardiaque dans les 6 dernières années, mais je ne suis pas quelqu'un de cardiaque. C'est juste comme les médecins m'ont dit, tu es malchanceux. Mm-hmm. Moi, ça m'a fait rire de me faire dire que je suis malchanceux parce que c'est une maladie qui est hyper rare. Et ils m'ont dit, la moyenne, c'est que 99,9% des gens qui ont eu ce que tu as eu sont tous morts, mais toi, tu es toujours là, puis on ne sait pas pourquoi. Moi non plus, je ne sais pas pourquoi. Ben, en tout cas, tu as sûrement un rôle à jouer, entre autres, à la revue, puis peut-être en expliquant ton histoire ici. Je veux vivre, ça, c'est un fait. Exactement. Quand on veut vivre, souvent, c'est la volonté peut être plus forte que plein de choses. Mais pour revenir à l'article, donc, ayant vécu un certain choc à ce niveau-là, tu as voulu écrire là-dessus. Qu'est-ce que tu as plus parlé de ton vécu à ce moment-là dans les articles ou si tu y vas un peu par des statistiques ou des... J'ai plus parlé de mon vécu par rapport à ça. C'est sûr que je me suis documenté comme dans un livre pour voir ce que c'était, mais eux autres, ils expliquent que les gens qui souffrent d'un choc post-traumatique, c'est des gens comme des policiers, des ambulanciers, qui sont dans des situations impossibles, puis qui sont pas capables de se mettre en colère, puis qui gardent tout semble dans d'eux autres. C'est ça. Mais moi, c'est pas ce que je vis. Moi, je ressens pas de la colère face à mon impuissance par rapport au fait que j'ai eu des chocs post-traumatiques. Je me sens pas impuissant face à ça. Et tu es capable de le ventiler, d'en parler? Oui, tout à fait. Ça aide beaucoup. Là. Je suis capable de le pleurer, comme tu disais, effectivement, il y a beaucoup de gens, des intervenants qui se permettent même pas de pleurer ou de le dire à quelqu'un ou de lâcher prise un peu. Puis, alors ça, c'est peut-être une bénédiction que tu as de pouvoir vivre. Oui, puis c'est ça. À l'hôpital, comme ça m'est arrivé 2 fois, je leur ai dit 2 fois, parce que je partais à pleurer sans raison. Eux autres, ils me prenaient par les chevilles, puis ils me disaient « pleure pas, c'est pas important ». Mais moi, je m'excuse, mais c'est important. Écoute, ce que je vis là, j'aurais dû mourir, je suis toujours vivant, fait qu'il vient pas me dire de ne pas pleurer. Donc ce que tu dis aux gens aussi, c'est de ne pas dire aux personnes qui pleurent de ne pas pleurer, parce qu'il y a un bienfait à pleurer jusqu'à un certain point. Oui, parce que moi, je suis quelqu'un qui n'a pas pleuré jusqu'à l'âge de 40 ans. OK. Puis c'est après que tu as découvert que ça faisait du bien. Il y avait quelque chose qui pouvait sortir en pleurant, finalement. Oui, puis même si je pleure au compte-gouttes, je pleure quand même si je m'appelle pas Noé, puis c'est pas moi qui ai vu mouiller le déluge avec l'arche de Noé, là. Non. Je suis quand même capable de pleurer au compte-gouttes, mais ça fait du bien quand même parce que c'est profond, puis ça me répare quand même. Le traumatisme vient beaucoup du fait que je me sens seul et que je suis indigne d'être aimé. Ça me fait de la peine. Tu te sens comme ça. Oui, je me sens comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est ça. Toi, tu le perçois comme ça. Peut-être les gens alentour de toi t'aiment bien, puis ils sont contents qu'ils soient avec toi, peut-être. Le problème, c'est que je les vois presque jamais, parce que moi, je suis tout seul presque 24 heures par jour, 7 sur 7, depuis hyper longtemps. Fait que oui, j'ai des amis qui viennent un peu partout, des gens qui sont comme moi, croyants, qui ont fait le tour du monde, qui m'apportent beaucoup sur le plan philosophique, puis qui m'aiment, comme tu dis, ils m'aiment d'un amour inconditionnel. J'ai pas besoin de rien faire pour eux autres. Puis ils sont tout le temps là pour moi. Qu'importe mon besoin, ils sont tout le temps là pour moi. Les collaborateurs aussi, j'imagine, à la revue Mentalité, ça doit quand même être agréable de côtoyer des gens puis de socialiser un peu dans le travail. Ce qui est drôle avec Mentalité, c'est que sans le savoir, j'ai travaillé là il y a 15 ans. OK.
Et qu'il y a 3 mois, j'ai recommencé à travailler là en ne sachant pas que j'avais travaillé là il y a 15 ans. OK, fait que tu as réalisé en fait que c'était au même endroit. Oui, j'étais comme un vieux de la vieille. Là. Non, c'est intéressant, puis c'est fort intéressant. C'est presque déjà terminé, Gilles. Ça passe tellement vite, mais je suis certain que ça a donné l'espoir à plusieurs personnes. J'aimerais ça qu'on mentionne les gens qui veulent en savoir plus sur la revue Mentalité et le Centre de jour L'Échelon qui chapeaute tout ça. Ils peuvent chercher sur Facebook Centre de jour L'Échelon. Alors, c'est une façon de entrer en contact avec cette organisation-là. Merci beaucoup, Gilles Leblanc, d'avoir été avec nous et d'avoir partagé ton expérience. Bonne journée, puis bonne continuation pour la suite. Mon plaisir, merci. Salut. Vous écoutez l'émission Folie douce, une expertise en santé mentale depuis 1991. Nous poursuivons, Pierre, avec le sujet que tu as débuté plus tôt dans l'émission, le silence des victimes sexuelles, un sujet difficile, oui. Un sujet qu'on aimerait mieux qu'il n'existe pas, mais effectivement, il y a tellement de jeunes qui sont brisés, puis qui sont... je trouve ça toujours dommage qu'un jeune n'a jamais demandé ça à un enfant de subir tout ça, puis d'être souvent complètement débalancé pour le reste de ses jours. Bon, il y en a plusieurs qui sont, comme tu dis, débalancés le restant de leur jour. On en entend parler maintenant. C'est plus facile d'en parler, mais... Oui, ça brise leur vie, puis souvent, c'est eux autres même qui ont la culpabilité, soit de s'être laissé faire dans leur esprit, là, et puis ou de porter plainte. Donc, on a du chemin à faire, puis en tout cas, il y aura toujours des problématiques, mais c'est sûr que le moins possible, j'espère, dans ce côté-là, c'est tellement troublant pour les jeunes. Hein. Oui. Alors, je poursuis ma lecture de cet article qui s'appelle « Agression sexuelle, viol, inceste ». Pourquoi les victimes se taisent? C'est un article que j'ai pris sur le site psychologie.com et c'est écrit par une dame du nom de Cécile Guéret, qui est journaliste et psychothérapeute. Alors, je vais enchaîner avec un témoignage de Corinne, qui est âgée maintenant de 52 ans. Elle nous dit « Des années 60 aux années 80, le père G, on écrit seulement G, point pour taire son nom, a allègrement abusé de jeunes enfants. Il était responsable du basket, des scouts et du catéchisme en banlieue parisienne. Elle nous dit « J'avais 7 ans quand je suis passé entre ses griffes. J'en ai immédiatement parlé à ma mère qui m'a autorisé à ne plus aller à l'église. Dans les années 70, j'imagine qu'on ne portait pas plainte. J'ai eu beaucoup de chance. Ma parole n'a jamais été contestée. Et chez mes parents, le sujet n'était pas tabou. Ni eux ni moi n'avons pensé que j'étais coupable, trop jolie ou trop aguicheuse. Il était au contraire très clair que ce type était un prédateur et que la faute était de son côté. Cela m'a sauvé psychiquement. Mieux, dans mes moments de doute, ma petite sœur a toujours soutenu mon récit. J'ai pu aussi dire aux autres enfants du quartier de se méfier de lui. J'ai en revanche développé une claustrophobie qui m'a longtemps handicapé. Mais là encore, j'ai eu de la chance. Sans le savoir, j'ai fait une analyse avec une femme médecin qui connaissait bien l'accompagnement des psychotraumatismes. En 2000, j'ai envoyé une première lettre à l'évêché dont dépendait le père G. Puis une deuxième et une troisième, sans réponse. En 2011, enfin, le nouvel évêque a accepté de recevoir ma plainte. J'avais précisé que je ne voulais pas d'argent, juste la reconnaissance du crime. Il a sorti le dossier du curé et lancé une procédure interne. J'ai ainsi appris que le père G avait été retiré du service en 1980 en raison, entre guillemets, du respect dû aux familles, fermez les guillemets, une formule plutôt légère. Après enquête en 2013, l'évêque a reconnu les faits qu'il a caractérisé de comportements graves qui seraient aujourd'hui qualifiés d'agression sexuelle sur mineurs, voire de viol. Il m'a présenté ses excuses, a fait retirer une plaque qui rendait hommage au père G, désormais décédé. Pour moi, l'affaire est réglée, j'ai été entendu. Mais les autres enfants agressés, qui va leur rendre justice? Il y a plus longtemps, ma mère a appelé les autres mamans du catéchisme. Toutes savaient, aucune n'avait parlé, et leurs enfants n'ont pas été protégés. Cette agression a déterminé mon engagement comme délégué de classe, puis syndicaliste, puis dans la vie politique. Pour ne pas rester assigné à la position de victime, je suis devenue militante et déterminée à défendre les droits des plus faibles contre l'injustice. J'ai vite compris que ces agressions n'étaient pas des erreurs de parcours, mais un véritable fait social.
Dans mon travail de prof, puis de chef d'établissement, j'ai été amené à faire des signalements. J'espère avoir protégé des jeunes à mon tour. Il y en a tellement qui a eu lieu, même dans les familles. Tu sais, dans les familles, là, il n'est pas rare d'entendre des histoires d'horreur de justement d'oncles ou de gens. C'est souvent, comme tu disais, des gens proches. Là. C'est pas des gens. C'est souvent des gens qui sont vraiment proches de la famille ou qui sont parents et tout ça. Puis c'est ça qui est assez dommageable. Là. Ah oui, puis souvent, c'est des gens aussi que jamais on ne pourrait soupçonner de tels actes. Hein. C'est des gens qui sont socialement, qui sont bien vus. Qui reçoivent de la considération. Ça paraît pas. Hein. Ils n'ont pas l'air des maniaques sexuels. Non, c'est très ça. Souvent. C'est ça. Mais il y a des non-dits, comme plusieurs disent. Dans les familles, des fois, il y a des non-dits qui font en sorte que les gens ne veulent pas troubler l'harmonie ou faire mal à quelqu'un, mais à quelque part, l'enfant, c'est lui qui se fait faire mal. Ben oui, parce que si on remonte à 50 ans, si on remonte dans les années 70, par exemple, ça pouvait faire très mal à la famille. Ben, regarde, aujourd'hui, je pense que c'est encore comme ça, mais la société a quand même évolué. Tu sais, des fois, on se plaint que ça avance pas vite. Mais je pense là-dessus, puis il y a de la prévention qui est faite. C'est ça aussi, que les jeunes soient au courant qu'ils ne doivent pas, je pense, être gênés puis de se retenir d'aller demander de l'aide à quelqu'un, un proche, un professeur, si c'est pas leur famille, au moins d'en parler à quelqu'un. Je pense que c'est extrêmement important. Là. Oui, puis j'aime beaucoup l'attitude de cette dame dont j'ai parlé, Mme Corinne, âgée de 52 ans. Elle s'est impliquée par la suite. Là. Oui, elle s'est impliquée socialement. Mais ses parents l'ont cru, tu vois, ça fait complètement la différence. La personne a réussi à prendre ça pour faire quelque chose de bien pour la société. Alors, je trouve ça particulier. Merci beaucoup, Pierre, pour le sujet. Le silence des victimes sexuelles. Si quelqu'un nous écoute, n'hésitez pas à demander de l'aide, à en parler. Je pense que c'est important de faire cesser ça. Ça, c'est définitif. Merci, Pierre, pour ça. Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube, antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Quelques instants avant de terminer ce rendez-vous. Alors, Pierre, merci beaucoup pour ton travail en régie. Bienvenue, mon cher. Et merci également pour tes segments Espresso et Espresso allongé où tu nous as parlé d'un sujet difficile, le silence des victimes sexuelles, mais j'espère que ça a donné peut-être le goût aux gens de dénoncer des choses. Et s'il y a des jeunes, justement, qui nous écoutent et qui vivent des choses comme ça, n'ayez pas peur, parlez-en à des gens que vous faites confiance. Je pense que c'est très important. Exactement. Ouais, merci pour ça. Notre invité en début d'émission, Lauriane Derry, nous a mieux fait connaître Force Jeunesse. Notre invité en début de deuxième demi était Gilles Leblanc. Il nous a parlé de son vécu en santé mentale avec beaucoup de sincérité et il nous a parlé aussi de sa participation à la revue Mentalité. C'était donc Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.